1. Malbouffe. Risque élevé de cancer. Les scientifiques sont formels. 2. Mardi conseil. Mangez plus tôt pour éviter certains cancers. 3. Pour vivre plus longtemps, buvez du vin et mangez du chocolat. 4. Le régime méditerranéen protège du cancer du sein. 5. Nutri-Score. Attention, les aliments mal notés augmentent les risques de cancer. 6. Des crucifères bons pour le côlon. 7. Mardi conseil. Attention au noyau d'abricot. 8. La diète cétogène. Efficace contre le cancer. 9. On risque sa vie à ne manger ni pâtes, ni pain. 10. Voici quoi manger pour rallonger votre espérance de vie de 30 ans. Alors ça, c'est juste une toute petite sélection sur septembre 2018. Alors non, je vous rassure, ce ne sont pas les 10 commandements, mais ce sont 10 titres d'articles parus dans la presse ou sur des sites internet. 10 titres d'articles qui nous expliquent comment bien manger. Comment bien manger pour être en bonne santé, pour ne pas tomber malade, voire même pour se guérir. Alors, il y a les aliments à privilégier, curcuma, anti-inflammatoire par excellence. Ou mieux, l'avocat. Pléthore d'articles nous expliquent les bonnes raisons de le consommer. Allié minceur, coupe-faim, régule le taux de sucre, donne de l'énergie. Et on notera ici que le bilan carbone de l'avocat, que l'on importe quand même depuis le bout du monde, est le cadet de nos soucis. Si c'est bon pour notre santé, pourquoi se soucier de notre planète ? Peut-être parce que les deux sont un peu liés, mais bon, c'est un autre débat. Et puis, il y a les éléments qui sont à proscrire. Ceux qui nous font du mal. Ceux qui font du mal à nos enfants qui sont assis à notre table. Ceux qui peuvent insidieusement nous tuer. Alors, dans cette jolie liste absolument pas anxiogène, on retrouve la charcuterie, les fromages affinés, le sel, le sucre, bien d'autres. En somme, tout ce qui est bon. Pour être en bonne santé, il faut être ascète, voire même rigoriste. Être en bonne santé, mesdames et messieurs, ça se mérite. Si je reprends le cas du sucre, qui, comme le sel, est sans aucune exagération et en toute mesure, nommé parfois le poison blanc. Il est aujourd'hui pointé du doigt, vilipendé, lapidé sur la place publique, nommé responsable de bien de nos maux, et surtout de l'un de ceux qui nous fait le plus peur, le cancer. Et comment ça se construit ? Comment on désigne le bouc émissaire ? Comment, du jour au lendemain, ce n'est plus le gras, l'ennemi, mais le sucre ? Eh bien, on se sert des discours des scientifiques, des trouvailles des chercheurs. Toujours le cas du sucre. Une étude a été publiée en 2015 par une équipe de scientifiques de Philadelphie. Et cette étude avait pour conclusion principale que 2 types de sucre favoriseraient le développement de métastases du cancer du sein chez la souris. Je répète, chez la souris. Alors les articles grand public ne se sont guère embêtés avec ce détail, qui pour l'anecdote est un détail très récurrent. Il faut savoir aujourd'hui que de nombreuses recherches, notamment en nutrition, sont réalisées sur des animaux, donnent des résultats intéressants, mais ne sont pas répliquées chez l'homme pour des questions méthodologiques difficiles à résoudre. Alors je sais, vous allez me dire, c'est le compte des chercheurs, ça. Ils cherchent avec des fonds publics, en plus, la plupart du temps, mais ils ne trouvent pas ce qu'on aimerait qu'ils trouvent. Oui, je sais. Mais je reprends mon histoire de cancer de sucre et de souris. Donc, 2 types de sucre favoriseraient l'accroissement de métastases du cancer du sein chez la souris. Comment les articles grand public se sont saisis de ça ? Eh bien, on retrouve des titres plutôt interrogeants, puisqu'on a
le sucre pourrait augmenter le cancer du sein. Donc on a quand même ici l'emploi du conditionnel. Et un article publié sur un site internet de très grande audience qui se réfère à cette recherche. Il la nomme, titre ainsi, comment le sucre agit sur le cancer du sein. Donc vous voyez, c'est à peine travesti, à peine modifié. On imagine bien sûr que ça n'a aucune conséquence sur le lecteur, le consommateur ou même le malade. Supprimez le sucre et vous pourrez vous prévenir du cancer. Supprimez le sucre et vous pourrez peut-être même guérir du cancer. Mais on oublie ici que le cancer est rarement lié à une seule cause, à un seul comportement, qu'il est multifactoriel. Tous ces articles grand public qui nous expliquent ce qu'il faut consommer pour être en bonne santé nous parlent de la maladie comme une responsabilité individuelle. Si tu as un cancer, c'est qu'à un moment donné, tu as quand même bien dû le chercher. Attends, tu buvais un verre de vin par jour. T'as jamais fait de footing. Tu tempais un carré de chocolat dans ton café. Attends, mais t'as jamais mangé de crucifères alors que tu savais pertinemment que c'était bon pour ton côlon? Tu mangeais du saucisson avec ton pastis lors des apéros d'été? Faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. C'est tellement plus simple de nous dire les choses ainsi. Car on évacue tout ce qui est lié à une question et à une responsabilité politique, publique, collective, comme par exemple nos modes de production, leur effet sur l'environnement et donc sur notre santé. Mais attendez, enlevez-moi un doute. Ça veut dire qu'il y aurait un lien entre comportement alimentaire, environnement et santé? Mais alors, l'avocat est-il vraiment bon? Il faut que je demande à mon coach de vie, j'espère que lui il saura. Parce que cette histoire de responsabilité individuelle est un levier qui marche très bien, qui fait écho en nous. Car très centré sur nous-mêmes, sur notre développement personnel, sur notre bien-être autocentré, on cherche à se préserver par tous les moyens possibles. Raphaël Glucksmann, dans son livre très médiatisé dernièrement, Les enfants du vide, le dit très bien. Nous sommes dans une société individualiste, une société de solitude. Alors bien sûr, c'est rassurant de se dire qu'on peut soi-même activer des leviers personnels pour être en bonne santé et se préserver. Mais n'oublions pas notre sens commun, n'oublions pas notre sens critique. Il s'agit de ne pas écouter n'importe quoi, ni n'importe qui. Car ils sont nombreux aujourd'hui, les experts en tout genre à nous parler de notre alimentation. Alors il y a les scientifiques, bien sûr, mais il y a aussi les chefs, il y a les médecins, les nutritionnistes, les diététiciens, les coachs, il y a également les journalistes, les industriels de l'agroalimentaire, les youtubeurs, les influenceurs, les blogueurs. Mais qui sont les vrais experts? Peut-être ceux qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Peut-être ceux dont ce n'est pas le fond de commerce de nous faire consommer tel produit ou tel service. Peut-être ceux qui se réfèrent à une ou plusieurs études dont on peut trouver la source. Oui, je sais, c'est pas simple de démêler ici le vrai du faux. Mais soyons attentifs. Le super aliment est bien sûr attractif car facile à identifier. Mais une alimentation à base de baies rouges, de grenades, d'ail, d'oignons, de jus d'orange, de thé vert ne fera pas de miracle. L'alimentation prodigieuse à base d'un ou plusieurs aliments est un leurre et fonde notre modèle alimentaire, le réduit à un modèle égoïste et individualiste. Pourtant, on est encore les champions du monde du temps passé à table. Notre modèle est avant tout convivial. L'alimentation, c'est bien plus qu'un simple moyen que d'être en bonne santé. Alors bien sûr qu'il faut considérer le bien à manger, ce qui est bien pour soi, bien pour son corps, bien pour sa santé, mais il faut aussi penser le bon à manger, ce qui est bien pour nos relations, bon au goût, bon pour l'environnement. L'alimentation miracle n'existe pas. Mais nous avons mieux à portée de main. Nous avons une alimentation saine, équitable, conviviale, collégiale. Ne la sacrifions pas au profit d'une vision égocentrée et simpliste de notre alimentation. Mais au contraire, chérissons-la et cultivons-la
pour l'avenir.